Bonsoir à tous. Donc, je suis Pauline, je vais vous présenter mon mémoire de fin d'études qui porte sur la prise en charge des syncinésies dans la paralysie faciale périphérique. Donc, tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce sujet? J'ai effectué un stage à l'hôpital de la Rimoisière où il est pris en charge des paralysies faciales périphériques et j'ai remarqué chez tous les patients des syncinésies, c'est-à-dire des mouvements involontaires qui accompagnaient leurs mouvements volontaires. Et malgré l'impact psychologique, esthétique, social et fonctionnel, peu de solutions leur sont proposées en rééducation. En 2014, Gatignol et Hall évaluent les pratiques professionnelles dans le cas des paralysies faciales périphériques et il en ressort que sur le panel interrogé, moins de la moitié des kinésithérapeutes prennent en charge cette pathologie dans la pratique courante et 70% des étudiants kinésithérapeutes de dernière année ne savent pas donner d'axe de rééducation. Et enfin, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai remarqué qu'il manquait un consensus dans la littérature. La dernière revue Cochrane traitant des paralysies faciales périphériques date de 2011 et il n'y a pas de recommandation de la Haute Autorité de Santé. Donc pour bien comprendre les syncinésies, il faut déjà bien comprendre la paralysie faciale périphérique. Donc c'est une pathologie qui résulte de l'atteinte du nerf facial, le nerf crânien numéro 7, et il en découle plusieurs atteintes. La première, c'est une atteinte motrice, avec une paralysie des muscles côtiers de la face et du cou sur une hémiface. Une atteinte réflexe avec le réflexe stapédien qui est responsable de la contraction du muscle de l'étrier qui permet la protection de l'oreille interne. Une atteinte sensitive avec la zone cutanée de Ramsay-Hunt qui comporte la conque de l'oreille, le tympan et la paroi postérieure du conduit auditif externe. Une atteinte sensorielle avec une agiosie, c'est-à-dire une perte de goût des 2/3 antérieurs de la langue. Et enfin une atteinte végétative avec une perturbation des sécrétions lacrymales, muconasales et salivaires. Les causes de la paralysie faciale périphérique sont multiples, mais la forme la plus commune est idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause connue. Les autres étiologies peuvent être inflammatoires, infectieuses, traumatiques, tumorales ou autres. Le diagnostic de la paralysie faciale périphérique idiopathique, donc sans cause connue, est un diagnostic d'exclusion. On va se baser sur son schéma classique, qui est une atteinte soudaine de l'hémiface, unilatérale et atteignant son maximum dans les 72 heures. Deux échelles sont principalement adoptées pour coter la paralysie faciale périphérique. La première, c'est l'échelle Klaus-Brackmann. Elle permet de coter la sévérité de la paralysie faciale périphérique selon 6 grades. Plus le grade est élevé, plus la paralysie est sévère. Et ensuite, il y a le Sunnybrook Facial Gradic System qui permet plutôt de suivre l'évolution de la paralysie avec l'asymétrie au mouvement, l'asymétrie au repos et les syncinésies. Et donc de même manière, plus le score est élevé, plus la paralysie est sévère. Le traitement médicamenteux va découler de l'origine de l'atteinte et dans le cas d'une origine idiopathique, on prescrit des corticoïdes à 1 mg de kilo de poids corps pendant 7 à 10 jours. Le pronostic de récupération est plutôt bon puisque 60 à 85% des patients récupèrent complètement et spontanément, mais il reste un tiers des patients qui ressentent des séquelles et qui du coup sont amenés à faire de la rééducation. Donc les syncinésies, ce sont les séquelles les plus fréquentes de la paralysie faciale périphérique. Elles sont définies comme des mouvements involontaires accompagnant un mouvement volontaire. Et la syncinésie la plus commune, c'est la syncinésie oro-oculaire, donc entre l'œil et la bouche. On le voit très bien sur la photo du milieu, où lors d'un sourire spontané chez cette femme, il y a une fermeture de l'œil du côté atteint. Un clin d'œil. Donc les syncinésies, elles apparaissent entre le 3e et le 5e mois après le début de la paralysie faciale périphérique, et leur mécanisme n'est pas totalement élucidé dans la littérature, mais le plus fréquemment décrit, c'est une repousse aberrante du nerf facial qui va conduire à une mauvaise direction de l'axone, et l'axone, du coup, va atteindre un mauvais muscle cible. Donc, à la suite de cette introduction scientifique, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de mystères à la paralysie faciale périphérique et aux syncinésies. C'est pourquoi je me suis posé la question d'investigation suivante. Quels sont les moyens massokinésithérapiques pour prévenir et traiter les syncinésies dans la paralysie faciale périphérique? Mon hypothèse de départ principale, c'était qu'elle était surtout indispensable à leur prévention avant leur traitement, mais qu'elle pouvait également en diminuer la sévérité. Donc pour répondre à cette question, j'ai choisi d'écrire une revue narrative à titre de consensus pour laquelle j'ai posé des critères. Donc au niveau de la méthodologie, la population devait être des patients adultes atteints de paralysie faciale périphérique. Les interventions étaient des moyens kinésithérapiques ayant pour but de prouver une efficacité sur le traitement des syncinésies, comparé soit à une thérapie conventionnelle, soit à aucune thérapie. Et les critères d'évaluation principaux étaient la sévérité de la paralysie faciale périphérique et la sévérité des syncinésies. Donc la recherche est effectuée de juin 2018 à février 2019 sur les bases de données PEDRO et PubMed.
Les articles ne devaient pas dater d'avant 2000 et étaient inclus s'ils respectaient évidemment les critères PICO, les critères de période, et n'étaient que des essais cliniques contrôlés randomisés. Il était inclus les articles traitant des paradis faciales centrales, des paradis faciales bilatérales, des cas de pédiatrie et des traitements chirurgicaux. Donc à la suite de la recherche, 34 articles correspondaient à l'équation sur les bases de données et 9 ont été inclus après lecture complète. Sur ces 9 articles, 4 portaient sur la thérapie physique, 2 sur le biofeedback, 2 sur l'électrostimulation et 1 sur la rééducation associée à une injection de toxine botulique. Donc dans ce tableau est récapitulé les résultats de nos études. Sur fond vert signifie une amélioration significative du groupe expérimental par rapport au groupe témoin. Sur fond bleu, il y avait une amélioration du groupe expérimental mais pas significative. Et sur fond jaune, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Les cases grisées, soit le critère d'évaluation n'était pas explicité dans l'étude, soit il n'y avait pas de résultat prouvé. Donc pour clarifier ce tableau, j'ai réuni par méthode. Donc la technique de thérapie physique semble autant prévenir que améliorer la sévérité des syncinésies, mais également l'amélioration de la sévérité de la paralysie et de la symétrie faciale. Le biofeedback, lui, a plus un effet significatif sur leur prévention plus que sur leur traitement. L'électrostimulation ne semble pas avoir d'effet sur les syncinésies, mais plutôt sur la sévérité de la paralysie faciale et de manière non significative. Et enfin, la toxine botulique associée à la rééducation semble avoir un effet significatif sur l'amélioration des syncinésies. Donc, à la suite de ces résultats et en croisant avec les autres données de la littérature, on peut essayer de dégager un consensus. Donc, la thérapie physique, c'est la méthode qui est la plus utilisée aujourd'hui par les kinésithérapeutes. Elle regroupe de nombreux moyens différents et ça constitue la base de la rééducation. Donc, il y a pas mal de protocoles qui sont proposés, mais il n'y en a aucun de validé. Mais ils sont constitués à peu près de massage, étirement, relaxation, éducation thérapeutique du patient, exercices faciaux. Le biofeedback, c'est la deuxième méthode la plus utilisée. Couramment, on fait un biofeedback soit à l'aide d'un miroir, soit à l'aide d'un électromyogramme. Et en fait, il va permettre au patient une prise de conscience des mouvements involontaires qui vont avec ces syncinésies grâce à une aide visuelle, sensorielle ou proprioceptive. Il sera plus à même de les corriger puisque forcément, il voit à quoi elles ressemblent, il voit les schémas syncinétiques et donc il peut les contrôler. Quant au type de biofeedback à utiliser, les études ne montrent pas de différence entre les deux méthodes, donc les deux peuvent être utilisés, sachant que le miroir permet de mettre aussi en place une auto-rééducation. L'électrostimulation est très controversée à l'heure actuelle. Il y a des auteurs qui trouvent des résultats probants sur la mobilité faciale, sur les syncinésies, sur la symétrie, et d'autres trouvent des résultats qui disent que ça va perturber la régénération précoce des fibres, et donc que ça contribuerait à l'apparition des syncinésies. Et il a noté que les auteurs qui trouvent des résultats probants conseillent une utilisation de 6 heures par jour pendant 6 mois, donc ça demande une observance assez accrue du patient en traitement. Donc c'est difficile aujourd'hui d'en conseiller son utilisation. Et enfin, la toxine botulique associée à la rééducation, elle va permettre une fenêtre thérapeutique utile au kiné et aux patients pour se concentrer sur les schémas syncinétiques et les mouvements involontaires sans être gêné par l'augmentation du tonus. Ces effets sont presque immédiats puisqu'ils apparaissent dès la première à la deuxième semaine. Et des études ont montré que même si les résultats s'estompent vers 3 à 6 mois, une seule injection est nécessaire pour du long terme et d'autant plus si elle est couplée à une rééducation. Donc pour conclure, il est important de parler des limites de cette revue, c'est le manque d'études de haute qualité et tous les biais qu'elles peuvent comporter. Et le principal frein de ma revue, c'est le délai d'intervention parfois très court des études incluses. Comme je l'ai dit précédemment, les syncinésies n'apparaissent qu'entre le 3e et le 5e mois. Et certaines études évaluent l'efficacité de leur technique que sur les 3 premiers mois après le début de la paralysie faciale. Donc c'est difficile de conclure sur la prévention des syncinésies. Donc aujourd'hui, il est plutôt conseillé d'utiliser la thérapie physique et le biofeedback pour la prévention et le traitement des syncinésies. Les toxines botuliques pour les syncinésies qui seraient plus persistantes. Et il est trop controversé pour le moment l'électrostimulation, donc c'est pas conseillé. Donc pour ouvrir professionnellement, ce mémoire m'a permis d'atteindre moi 3 objectifs. Les objectifs c'était, le premier c'était un objectif professionnel, trouver un consensus et éclairer les pratiques dans la paralysie faciale périphérique. Le deuxième c'est un objectif personnel. Je suis passionnée de cette rééducation, donc je voulais pouvoir prendre en charge moi des patients dans ma carrière et avoir les clés pour sensibiliser mes collègues et l'importance d'avoir des kinés pour prendre en charge cette pathologie. Et le troisième c'est un objectif pédagogique. Le mémoire d'initiation à la recherche permet un premier pas dans la recherche clinique et donc de connaître les démarches à suivre et les erreurs à éviter pour continuer à faire évoluer les pratiques.
Donc aujourd'hui, s'il était possible d'écrire un protocole, voilà ce que moi je proposerais à la suite de mes lectures. Donc entre les 3 premiers mois, lorsque la paralysie est flasque, il est important d'abord d'éduquer le patient sur sa pathologie, sur l'anatomie du nerf et surtout sur la prise de conscience de ses propres mimiques. Il faut qu'il soit conscient de comment il réagit avec ses émotions pour pouvoir mieux les rétablir lorsque la récupération motrice va commencer. Donc pour ça, on peut utiliser des exercices faciaux avec ou non biofeedback, et on va soit passer directement par l'émotion, on va lui dire d'exprimer la colère, la joie, le dégoût, la surprise, ou alors on va passer par les expressions faciales pour reproduire une émotion. Donc par exemple, lui demander de froncer les sourcils pour exprimer la colère. Ensuite, lorsque la récupération motrice va se mettre en place et que du coup les syncynésies vont commencer à apparaître, il faut diminuer déjà l'hypertonie avec des massages, des étirements, et apprendre à contrôler les mouvements involontaires. Donc par exemple, d'abord avec biofeedback, ensuite sans biofeedback, et enfin forcément de manière spontanée. Par exemple, comme sur la femme qu'on a vue au début de la présentation, pour les syncynésies avec l'œil et la bouche, on peut lui proposer avec le biofeedback, réussir à garder une bouche neutre lors d'une fermeture forcée des yeux, ou inversement, à garder l'œil bien ouvert lorsqu'elle sourit. Et on le fait d'abord avec de l'aide, puis sans aide, et forcément de manière spontanée. Et enfin, après 1 an à 1 an et demi environ, selon les études, c'est là qu'on dit que la rééducation a atteint le maximum de son potentiel, et du coup, on essaye de rediriger le patient vers un médecin, qui peut lui soit proposer une injection de toxine botulique pour reprendre une rééducation sans être gêné par l'hypertonie, soit un traitement chirurgical, et enfin, sinon, on dit au patient que le maximum a été atteint et qu'on arrête la rééducation. Voilà, merci beaucoup.